bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour attaquer le prochain chapitre, qui est donc le chapitre numéro 12, dans lequel nous allons introduire le vocabulaire indispensable pour faire des probabilités un petit peu plus intéressantes. Avant de commencer, je vous invite très fortement à revoir les chapitres 8 et les chapitres 10. Donc le chapitre 8, c'est le premier chapitre de probabilité que l'on a fait, et le chapitre 10 sur les séries. Ce chapitre 12 donc, complétera ces deux chapitres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce chapitre ? Dans le chapitre 8, donc dans le premier chapitre de probabilité que l'on a fait, on faisait des probabilités sur un univers fini. C'est-à-dire qu'il y avait un nombre fini d'issues à chaque expérience aléatoire, etc. etc. Dans ce chapitre, on va étudier donc des variables aléatoires, des expériences aléatoires qui ont un nombre infini de possibilités. Par exemple, dans le poly de cours, je vous parle dans l'exemple numéro 1, on jette une pièce et on s'intéresse au premier rang où on tombe sur pied. Évidemment, vous voyez que votre univers ne peut pas être fini, tout simplement parce qu'a priori, vous ne savez pas combien de fois vous allez lancer votre pièce. Ou alors, deuxième exemple que je vous propose, on s'intéresse à un dé que l'on lance une fois, deux fois, etc., etc. Donc, quel est votre univers ? Votre univers, c'est l'intervalle 1,6, l'intervalle entier, puissance n, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une suite à valeur dans 1,6. Ou alors, troisième exemple que je vous propose, le temps d'attente d'un bus, qui est par exemple un nombre aléatoire dans l'intervalle 0,10. Vous attendez un certain nombre de minutes. Ce nombre de minutes est compris dans l'intervalle 0,10, etc., etc. On va directement passer à la définition de point 1, qui est la notion de tribu. Rassurez-vous sur cette définition, on ne va pas trop vous embêter là-dessus. Il faut juste savoir que les probabilités, elles ont mis très longtemps avant d'arriver à maturité. Les probabilités, c'est quelque chose qui est vieux. L'axiomatique des probabilités, c'est quelque chose qui date du XXe siècle. Donc c'est très récent. Donc là, on est en train de rentrer un petit peu dans l'axiomatique des probabilités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tribu ? Eh bien, une tribu, sur un ensemble oméga, doit vérifier 3 points. Oméga appartient à la tribu A. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que oméga, c'est un événement. Si vous avez un événement qui est dans la tribu, l'événement A bar, son complémentaire, est aussi dans la tribu. Tout ça, ça paraît assez logique. Quand on fait des probabilités, on veut au minimum que si on a un événement, alors son complémentaire est aussi dedans. Et troisième point, l'attribut est ce qu'on appelle stable par union dénombrable. C'est-à-dire que si vous avez une suite d'événements qui est dans l'attribut, alors l'union de n allant de 0 à plus l'infini des an est encore un élément de l'attribut. Ça veut dire qu'on s'autorise de prendre des unions dénombrables d'événements. Alors, un couple oméga avec une tribu, ça s'appelle un espace probabilisable. Et les événements de la tribu, vous voyez que le nom est complètement clair, s'appellent des événements. Alors, on va passer les exemples qui ne sont pas très intéressants. Alors, propriété des tribus plutôt que des probabilités. Alors, première propriété, lisez donc le premier point. La partie vide, donc l'ensemble vide, est dans l'attribut. Les intersections et l'union d'éléments de A sont encore dans l'attribut. Troisième point, l'attribut est ce que l'on appelle stable par intersection dénombrable. On l'avait vu au chapitre 8, on pouvait faire des intersections d'événements. Maintenant, on s'autorise aussi des intersections dénombrables. Et le quatrième point, alors qui est un peu plus compliqué, donc que je réécris. Si vous vous rappelez, on avait donné un nom à ces deux propriétés, et ces deux propriétés s'appellent les lois de Morgan.
Alors, le mathématicien s'appelle De Morgan, donc on met De Morgan. On passe à la définition 2.2, qui est la notion donc, de système complet d'événements. On a vu cette définition au chapitre 8. Cette définition-là, la généralise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système complet d'événements? Donc, je rappelle à propos des abréviations. Les abréviations, on a le droit de les mettre sur un brouillon, sur un tableau, pas sur une copie. Donc, un système complet d'événements vérifie deux choses. Les événements sont 2 à 2 incompatibles et l'union de ces événements donne l'univers. On avait vu que cette notion de système complet d'événements est très liée à la formule des probabilités totales. On va revoir cette formule des probabilités totales dans un cadre un peu plus général. Encore une fois, je vous invite au moins à la revoir dans le chapitre 8. Alors, on passe à la définition 2.3 qui est la notion de probabilité. On avait vu cette définition dans le chapitre 8. On généralise cette définition dans un cadre un peu plus abstrait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? Une probabilité doit donc vérifier deux points. Déjà, c'est une application qui va de votre tribut dans l'intervalle 0,1, c'est-à-dire qu'en fait, à un événement, vous associez quoi? Vous associez sa probabilité d'arriver. C'est pas plus compliqué que ça. Et elle vérifie P de oméga égale 1. Tout simplement, c'est extrêmement logique. La probabilité de oméga, c'est 1. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appellera un événement qui est certain. Deuxième point, qui là généralise vraiment la définition que l'on a vue au chapitre 8. Si AN est une suite d'événements 2 à 2 incompatibles, ça veut dire qu'on rappelle que AN inter AM c'est égal au vide. Dès que N est différent de M, alors la probabilité de l'union, c'est A. Là, vous remarquez que, comme ici, on a une union qui est indexée sur N, eh bien, on a une somme qui est indexée sur N. Au passage, cela s'appelle une série. Ici, on reconnaît la somme de la série de termes général P de AN. Donc, cette définition, on la connaît déjà. C'est la généralisation de la définition qui a été vue au chapitre 8. Je vous invite à faire le parallèle entre ces deux définitions. Et on passe à la proposition suivante. Alors, lorsque l'on a donc proposition 2.2, lorsque l'on a affaire à un système complet d'événements, eh bien, la somme des probabilités de ces événements est égale à 1. Encore une fois, faites l'analogie avec ce que l'on avait vu au chapitre 8. On passe à la définition 2.4 qui n'est pas très intéressante. En tout cas, ce n'est que du vocabulaire. Alors, si on a un espace probabilisé, un événement de probabilité nulle s'appelle un événement négligeable, alors qu'un événement de probabilité 1 s'appelle un événement certain ou presque sûr. Tout ça, c'est que du vocabulaire, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et enfin, alors, on va passer aux deux résultats importants que l'on va voir aujourd'hui, qui sont donc les théorèmes de la limite monotone. Alors, on va voir que, au moins en faisant un dessin, ces théorèmes, ces résultats ne sont pas si difficiles que ça à retenir. Alors, théorème 2.1. Première partie, je vous dis que si AN est une suite croissante, c'est-à-dire que AN est inclus dans AN plus 1, alors
le théorème de la limite monotone vous dit que la limite de P de n, c'est la probabilité de l'union de tous les événements. Alors, ce résultat peut nécessiter un effort de mémorisation. On va voir qu'en faisant un dessin, ce n'est pas si difficile. Alors déjà, qu'est-ce qu'une suite croissante pour l'inclusion? Une suite croissante pour l'inclusion, c'est une suite qui grossit. Donc ici, j'ai mon événement A0, ici, j'ai mon événement A1, ici, j'ai mon événement A2, etc., etc. Ici, j'ai mon événement AN, ici, j'ai mon événement AN plus 1. Et vous voyez que ça grossit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite de la probabilité de AN, c'est-à-dire que la limite de cet événement-là, AN, eh bien, c'est la probabilité de l'union de tous. Alors, il faut imaginer donc que plus l'union grossit, plus d'une certaine façon notre événement AN se rapproche de cet événement limite, et donc plus cette probabilité se rapproche de celle-ci. Pour interpréter le deuxième point du théorème de la limite monotone, c'est le même, sauf que cette fois-ci, c'est une suite qui est décroissante pour l'intersection. Donc en fait, on va dessiner une suite qui se rétrécit. Alors, une suite qui est décroissante, ça veut donc dire que AN plus 1 est contenu dans AN. Donc ici, notre événement le plus gros, c'est A0, et notre suite, elle décroît. Ici, j'ai A1, etc., etc. Ici, j'ai AN, etc., etc. Donc ma suite, elle rapetisse. Et donc, la limite de P de AN, lorsque n tend vers l'infini, c'est la probabilité de l'intersection. Vous remarquez que plus vos événements sont petits, et bien plus vous allez vous rapprocher de l'intersection. Je rappelle que l'intersection, comme ça va être, entre guillemets, l'événement qui est le plus au centre, le plus petit. D, A, N. Voilà. Donc, deux versions du théorème de la limite monotone qui vont donc nous servir pour énoncer le théorème suivant. Alors, le théorème suivant, c'est donc un corollaire. Corollaire, c'est une conséquence. Alors, on va l'écrire. Première version. Donc, la limite de probabilité, donc théorème 2.2, de, lorsque n tend vers l'infini, de l'union de k allant de 0 à n des ak, c'est la probabilité de l'union de n allant de 0 à l'infini des an. Et la version intersection, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intersection de la probabilité de l'intersection des AK, c'est la probabilité de l'intersection de tous. Alors déjà, pourquoi ce résultat est-il un corollaire? Pourquoi ce résultat découle-t-il du théorème de la limite monotone? Alors en fait, c'est extrêmement simple. Pour le premier, il suffit de remarquer que cette suite, la suite union de k allant de 0 à n des ak, est une suite qui est croissante pour l'inclusion. Alors, pourquoi elle est croissante pour l'inclusion? Eh bien, tout simplement, lorsque vous comparez ces deux événements-là, quel est le lien entre ces deux événements-là? C'est comme quand vous faites une manipulation sur une somme. Ici, vous avez une union de 0 à n plus 1 des AK, et ici, vous avez une union de 0 à n des AK. Donc, vous voyez clairement que cette union contient quelqu'un en plus par rapport à celle-là. Qui est ce quelqu'un en plus? Eh bien, ça correspond au K, où K est égal à l'indice du haut, ici n plus 1.
Donc cet événement, vous le rajoutez. Évidemment, vous ne mettez pas plus parce que ce n'est pas une somme. D'ailleurs, une somme d'événements, ça n'a pas de sens. C'est une union. Et donc, vous mettez l'union de AN plus 1. Et donc, vous voyez bien que cette union-là, elle est plus grande, elle contient cette union-là. Et donc, il suffit d'appliquer le théorème de la limite monotone à cette suite qui est croissante. C'est la même chose ici, sauf que ici, la suite considérée est décroissante. Et donc, on n'a plus qu'à appliquer la deuxième version du théorème de la limite monotone à cette version-là. Ok, on va tout de suite passer à l'exemple numéro 6 que l'on va faire entièrement parce qu'il va nous permettre de bien comprendre comment fonctionne le théorème de la limite monotone.